Attention. Et donc, voilà. Allons-y. Voilà. Là, vous pouvez participer ici. Voilà, j'attends donc vos questions. J'attends vos questions si vous en avez. Et donc, ça fera avancer le débat, n'est-ce pas? Oui, Eric, salut Guy. Salut Guy. Voilà. Donc, c'est une session pour comprendre un peu, en fait, comment je n'estime pas que j'ai le monopole du savoir, hein. J'essaie d'expliquer les choses telles que je les vois et je pense que c'est important de pouvoir voir les choses d'une certaine manière parce que ça permet du moins de comprendre la complexité du monde, ça permet d'avoir une certaine vue sur ce qui se passe. Bon, Olivier, c'est pas un genre de questions qui sont intéressantes. Ici, sur cette page-ci, les gens veulent réfléchir. Donc, Olivier est sans doute quelqu'un qui veut perdre du temps aux gens. Donc, moi, je vais t'enlever tout simplement. Ici, les gens ne sont pas là pour perdre du temps, parce que les gens n'ont pas de temps à perdre. Voilà. L'impact de cette guerre sur l'Afrique. La première, en fait, c'est une excellente question. C'est une excellente question. Et donc, je vais y aller pas à pas. Je vais y aller pas à pas. Parce que c'est la question la plus importante. C'est vraiment la question même qui est le cœur de pourquoi je suis ici. La première chose, c'est que depuis 1991, nous avons traversé une période qui est du moins unilatérale. Où les États-Unis du moins ont décidé idéologiquement que la globalisation c'était l'idée fondatrice de tout le monde, des économies, et que l'économie devrait en fait primer sur tout. Et l'idéologie, c'est-à-dire le socialisme, le communisme, devait disparaître. L'économie devait primer sur tout. Dans la globalisation, l'instrument de celle-ci étant le hard power, le pouvoir fort, c'est-à-dire militaire, mais aussi le pouvoir le soft power, c'est-à-dire les institutions internationales, mais aussi tout simplement les banques. La base de ce soft power, bien sûr, c'est le dollar. Ce serait une longue histoire à raconter, mais là, c'est le dollar. La base du pouvoir fort, c'est l'OTAN, ce sont les armes. Voilà donc les deux choses qui marchent ensemble. L'Afrique est impliquée dedans parce que qui parle de la France parle de l'OTAN. La France, c'est la tête de l'OTAN en Europe. La France, c'est la forêt qui cache l'OTAN en Europe. Comme quoi la France est certes présente en Afrique par le soft power qui est l'argent, et le franc CFA qui est lié, n'est-ce pas, à l'euro par la France, mais aussi par des militaires, l'armée française qui est présente dans une dizaine, sinon dans tous les 14 pays francophones d'Afrique. Donc, la France qui est présente. Cependant, lorsque la France agit, lorsque, par exemple, au Mali, elle agit, lorsque, par exemple, au Tchad, en République centrafricaine, elle n'agit d'habitude pas en tant que France uniquement. D'habitude, elle estime, durant ces derniers moments-ci, qu'elle doit agir en tant que coalition. Et cette coalition-là revient toujours à être l'OTAN. Comme au Mali, par exemple, la France arrive et elle dit qu'elle va agir dans une coalition qu'on appelle MINUSMA. Mais la MINUSMA, en fait, c'est l'OTAN. C'est-à-dire c'est un autre nom pour l'OTAN. Comme quoi, il y a donc l'OTAN qui est la force de frappe, là, qui est militaire, qui est, du moins, soit directement la France, soit indirectement l'OTAN. Et au niveau de la monnaie, le même principe s'applique. C'est-à-dire que la monnaie que nous avons, c'est le franc CFA. Là, c'est direct, n'est-ce pas? Mais indirectement, ce franc CFA-là qui est lié à l'euro, lui-même n'est garanti que par le dollar. Donc, on revient toujours, c'est un peu comme des frères. L'un est le frère cadet de l'autre. Ils sont d'une même famille. Donc, c'est grosso modo ça dans lequel l'Afrique est pris. Maintenant, lorsque la France, lorsque donc l'Occident, parce que c'est de quoi on parle, avec cette double structure-là, de hard power et puis soft power, lorsque l'Occident arrive, il suggère que
l'économie prime, mais il dit aussi que c'est pas seulement l'économie, que en tête de cela, il y a les droits de l'homme, il y a surtout la démocratie qui prime. Il le dit en 1990. N'oublions pas qu'en 1990, les États africains ne sont pas si vieux que ça. Les États africains n'ont que 30 ans. Les États africains ont été indépendants en 1960 et c'était en 1970. Ça veut donc dire que les États africains n'ont que 30 ans. Donc, ils n'ont pas encore eu à fabriquer le plus mauvais côté de ce qu'un État peut fabriquer. Comme quoi, on n'a plus les royaumes, on n'a aucune dynastie en 1990, aucune dynastie. On n'a aucun militaire qui installe son enfant au pouvoir. On n'a pas ça. Donc le changement qui arrive avec les années 90 est porteur du moins d'espoir parce que lorsque l'Occident dit qu'il propose la démocratie, on voit qu'en Afrique, justement, il n'y a rien de mauvais dans la démocratie, mais c'est différent en 2022. En 2022, nous avons au Togo, nous avons au Gabon, nous avons probablement au Cameroun, nous avons au Tchad, n'est-ce pas? Nous avons des dynasties qui se sont installées. Nous avons des pères qui mettent leurs enfants au pouvoir. Nous avons en Guinée équatoriale, nous avons finalement une vision pragmatiquement claire du fait que l'Occident ne peut pas proposer la démocratie aux gens. Parce que on le voit dans tous ces pays-là. On le voit dans l'Afrique francophone. L'Afrique francophone, c'est infesté dans la tyrannie. Donc l'argument démocratique déjà disparaît. Maintenant, au niveau de l'autre argument qui reste, c'est-à-dire... je veux même ajouter au niveau de l'argument démocratique. La démocratie n'a finalement de valeur que si elle respecte le droit des minorités. Et donc, on revient sur les droits humains. Les droits humains qui ne respectent pas les droits des minorités, ou dans un pays comme le Cameroun, et ça a commencé d'ailleurs au Rwanda, ou un pouvoir qui estime qu'il a une majorité démographique. Vous entendez toujours, il y a quelqu'un qui me demande, c'est-à-dire pourquoi j'ai du mépris envers les Boulots. Les Boulots, ils ont l'impression, ils ne comprennent pas la démocratie, ils estiment la démocratie 2022. Ils estiment que lorsqu'on a le pouvoir, lorsqu'on a gagné l'élection, alors on peut faire tout ce qu'on veut. Alors on peut tuer, on peut saccager, on peut manger le gâteau, on peut gâter. Ils estiment ça. Et donc, c'est ça l'idéologie de la démocratie qui vient en 1990. C'est-à-dire qu'elle ne respecte pas le pouvoir des minorités. Et je vais d'ailleurs dire que lorsque vous regardez dans ce qu'on appelait le parti unique, dans ce qu'on appelait même la tyrannie, l'autocratie, il y avait toujours le respect des minorités. C'est-à-dire que c'était un socle même, comme quoi les anglophones étaient beaucoup plus à l'aise dans le pouvoir du parti unique qu'ils ne le sont dans le pouvoir démocratique. Et donc, ça fait que les gens prennent perte à profit, se rendent compte que la défense des minorités n'est pas garantie dans la démocratie. N'est pas du tout garantie. Et donc, ils se retournent pas à pas contre elle. Ils ne se retournent pas contre un parti, mais contre le système lui-même. Et donc, c'est ce qui se passe là, c'est ce qui arrive avec la guerre en Ukraine. C'est-à-dire que les gens se rendent compte que pour pouvoir sauvegarder la démocratie, il faut avoir un système qui, au sommet même, met en minorité l'Occident. Qui fait que l'Occident ne soit pas le seul garant de la démocratie, de telle sorte que les partis d'opposition, par exemple, puissent chercher des financements ailleurs, puissent chercher des financements, par exemple, en Russie. Je vais être concret ici. Depuis de 90 à 2000, à maintenant là, ça en fait 2014, on dirait, l'Occident s'est donné le droit de faire deux genres de guerres. Les guerres unilatérales et les guerres préemptives. Deux genres de guerres. Unilatérales, ça veut dire qu'ils décident seuls de déclarer la guerre et de dire qu'ils ont gagné la guerre. Préemptive, ça veut donc dire qu'ils soupçonnent qu'il y a un ennemi quelque part, ils s'en vont attaquer la personne là et ils le tuent. Donc, sans avoir l'assentiment de tout le monde, c'est-à-dire principalement sans avoir l'assentiment de la Chine ni de la Russie au Conseil de sécurité, ils s'en vont tout simplement. Avec ça, il devient difficile d'argumenter. Avec ça, ce qui se passe, c'est que ils ont finalement détruit les poches qui pouvaient financer matériellement et même humainement et même en armée l'opposition. C'est-à-dire que l'Union soviétique avait ce rôle-là, ce rôle historique de financer l'opposition de gauche, financer l'opposition de gauche en Europe, aux États-Unis. C'est-à-dire que les opposants qui étaient socialistes, qui étaient communistes, allaient en Union soviétique trouver leur base de suivi. Et donc, maintenant, comme l'Union soviétique a le pétrole, donc l'Union soviétique distribuait cet argent-là comme ça, et ça permettait dans une opposition d'exister. Ça permettait à une opposition socialiste de gauche d'exister.
ça permettait, par exemple, au mouvement de libération d'exister. Hein? Sans ça, l'Afrique ne serait pas libérée. Sans ça, l'Afrique serait encore colonisée. C'est parce que l'Union soviétique a pu financer les mouvements au Mozambique, en Guinée-Bissau, etc., etc. A commencé par la Chine d'ailleurs. Hein? A commencé par la Chine. C'est pour ça que la Chine a pu se libérer. Lorsque l'Union soviétique a changé sa politique plus ou moins durant les années, disons, 60, elle a donné ce rôle-là à d'autres États. Ou bien elle a utilisé d'autres États pour jouer ce rôle. Les États qui l'ont fait, c'était d'abord l'Inde, en 1955, en créant ce qu'on appelle, n'est-ce pas, les pays non alignés. Ensuite, ça a été Cuba. Lorsque Cuba est devenu communiste, Cuba a joué ce rôle. Ça veut dire que l'Union soviétique n'avait plus besoin d'aller dans n'importe quel pays supporter des forces progressistes. Cuba le faisait. Cuba servait de plateforme. Ensuite, donc, Cuba a passé ce rôle à l'Algérie. L'Algérie a ensuite passé ce rôle-là à la Libye. Disons comme ça. Donc, mais entre-temps, il y avait aussi la Guinée, il y avait le Ghana, il y avait des pays comme ça. Donc, lorsque le monde s'est donc globalisé, ça veut dire que cet espace-là de soutien aux forces progressistes a disparu. La conséquence, ça se voit partout. Ça veut donc dire que les partis de gauche n'ont plus rien. Les partis de gauche n'ont plus rien parce qu'ils n'ont plus un soutien financier, ils n'ont plus un soutien logistique, ils n'ont même plus une arrière. Et la conséquence, c'est que en France, par exemple, le Parti socialiste français, qui est l'un des plus vieux partis en France, se retrouve à 2%. 2%. C'est-à-dire que le Parti socialiste n'a même pas d'arrière ni de suivi. Ça se passe partout. Ça se passe au Cameroun, ça se passe, etc., etc. Ça se passe en Espagne, ça se passe partout. Parce que l'Union soviétique, et y compris d'ailleurs tous les pays que l'Union soviétique utilisait pour pouvoir financer la suivi des oppositions dans les pays, n'a plus fait ce travail-là. Et donc, c'est essentiel de revenir sur un monde multipolaire parce qu'en Afrique même, n'est-ce pas, une opposition est nécessaire. Et c'est la base de ce qui fera que les dictatures comme au Cameroun là disparaissent. Parce que s'il n'y a pas une arrière suffisamment forte, s'il n'y a pas un financement, s'il n'y a pas des armes, etc., les biens comme ça vont mettre même leurs petits-enfants au pouvoir. Donc, c'est pourquoi c'est essentiel pour l'Afrique, c'est essentiel même pour le futur, et c'est essentiel de voir que c'est une opportunité qui est en train de s'ouvrir là en 2022 devant nous. Voilà. Il y a d'autres. Pourquoi Poutine tient en tête d'autres grandes puissances, France? Pourtant, ils n'ont pas si grand chose que ces derniers n'ont pas. Voilà. L'un des principes, l'une des choses qui s'est passée depuis les années 90, c'est que, évidemment, il n'y a plus de texte écrit du point de vue alternatif. C'est-à-dire que la gauche ayant pratiquement disparu, j'ai expliqué pourquoi, l'Union soviétique n'ayant plus financé des journaux, des périodiques, des revues, des conférences, un travail intellectuel qui était nécessaire pour rendre une gauche nécessaire, il n'y a plus une vue claire de ce qui est alternatif. Parce que on ne peut pas comparer un pays comme l'Union soviétique et un pays comme les États-Unis. C'est deux pays qui sont fondés sur deux principes différents. Je vais prendre un exemple simple. L'Union soviétique, c'est le 3e producteur de pétrole du monde. Le 3e pays producteur de pétrole du monde. Il faut toujours se poser la question de savoir pourquoi est-ce que c'est le 3e pays producteur de pétrole du monde et c'est un pays en développement. C'est un pays émergent. Pourquoi? Alors qu'ils ont le pétrole des puits. Pourquoi est-ce que les États-Unis qui ont le pétrole est une grande puissance? Pourquoi? Mais parce que l'Union soviétique, en fait, les États-Unis ont un peu de pétrole seulement. Pourquoi est-ce que c'est une grande puissance? Parce que l'Union soviétique a utilisé son pétrole de manière généreuse. C'est-à-dire son pétrole, là, il l'a utilisé pour financer les révolutions, le travail politique sur la terre entière. L'Union soviétique a donc gaspillé ses ressources pour que des pays comme l'Afrique du Sud, la Guinée, la Libye, le Mozambique, l'Algérie, pour que tous ces pays-là deviennent indépendants. L'Union soviétique a financé tous ces pays-là pour qu'ils deviennent indépendants. C'est la même chose que l'Algérie a fait, c'est la même chose que le Venezuela a fait parce qu'ils ont une vision économique qui est fondée sur ce qu'on appelle le partage des richesses, afin que les pays qui sont sous domination puissent se libérer eux aussi. Donc c'est un investissement plus ou moins dans l'être humain. Un exemple de cet investissement, c'est que de 1930 à disons 1990, l'Union soviétique a investi tout son pétrole dans la Chine. Investi, mais chacun a vu ce que la Chine est devenue. La Chine est devenue une superpuissance qui va donc maintenant qui est en train d'aider la Russie. Donc c'est un gagnant-gagnant.
si les États-Unis ont investi aujourd'hui, c'est-à-dire sur aujourd'hui, là, l'Union soviétique a plutôt investi sur demain, c'est-à-dire investi sur l'être humain, de telle sorte que l'être humain puisse se libérer et se fonder dans un futur beaucoup plus plaisant, dans la liberté. C'est un peu ça la différence. Et donc, si on oublie cette différence-là, on oublie par exemple que un pays comme l'Union soviétique a vécu de 1917 de 1949, disons, à 1990 dans l'autarcie. Ça veut donc dire que dans l'autarcie, c'est qu'ils ont un peu travaillé leur propre constitution économique comme un boxeur ferait des entraînements. Il fait des entraînements. Mais ça veut dire qu'il se fortifie. Il ne lutte pas encore, il fait des entraînements. Peut-être à un certain moment, n'est-ce pas, et il y a quelque chose qui se casse. Par exemple, l'Union soviétique a disparu, mais la Russie n'a pas disparu. La Russie a plutôt profité de cette expérience-là de fortification de son économie, d'utilisation de ses propres ressources pour pouvoir savoir comment réagir, c'est-à-dire pour pouvoir être une puissance défensive. Et c'est ce qu'on voit. La Russie, c'est une puissance défensive absolue. C'est-à-dire qu'elle peut encaisser des coups. Elle encaisse des coups de manière illimitée sans en donner et sans souffrir. La conséquence, c'est que celui qui donne des coups, c'est lui qui est écrasé. Celui qui donne des coups, c'est lui qui est finalement fatigué. L'autre chose que la Russie a fondé comme étant la base même de son travail intellectuel, c'est ce qu'on appelle, et que toute personne de gauche connaît, c'est l'internationalisme. Ça veut donc dire que tous les États qui sont socialistes de gauche s'entraident. Ils sont liés les uns aux autres. Comme quoi ils se supportent. Comme quoi ils s'autofinancent. Comme quoi ils font de telle sorte que ils pratiquement s'ingèrent dans les affaires de l'autre pour faire de telle sorte que celui-là ne soit pas esclavagisé. Donc ça fait que la Russie se retrouve avec un réseau de relations internationales très poussé. Très poussé. Il est donc impossible de s'imaginer même mentalement que la Russie qui s'est fondée en gaspillant son pétrole pour aider d'autres pays et qui s'est fondée sur l'internationalisme se retrouve isolée. C'est impossible. C'est absolument impossible. C'est-à-dire que la Russie n'est pas un pays comme quel pays est-ce que je peux prendre? Même comme le Zimbabwe. Parce que la Russie a des ressources qui lui permettaient de vivre indépendante. De toutes les façons, le Zimbabwe n'a pas ça. Mais aussi, la Russie s'est bâtie sur l'internationalisme qui est une politique généreuse. Comme quoi économiquement, politiquement, elle ne peut pas être isolée parce qu'elle a un grand passé de relations internationales avec d'autres pays et un grand passé d'interdépendance avec d'autres pays qui font que ces pays-là lui doivent. Je n'ai pas dit qu'elle doit des choses à d'autres, j'ai dit que ces pays-là lui doivent quelque chose. La Chine, par exemple, lui doit beaucoup parce que de 1930 à 1990, elle a aidé littéralement la Chine lorsque la Chine était en guerre de libération contre le Japon. Donc, elle a aidé littéralement la Chine. Il y a ce livre-ci que vous devez lire. C'est un livre très intéressant sur la constitution, sur la fabrication de la Chine. Vous devez lire ça. Et ça va vous enseigner comment est-ce que la Russie a finalement fondé la Chine. A vraiment fondé la Chine. Et le parti qui a fondé la Chine, ça s'appelle le Parti soviétique chinois. Parti soviétique chinois, copié sur l'exemple de la Russie. Comme quoi ce sont des jumeaux. L'un a constitué l'autre. Avec ça, on ne peut même pas discuter sur le fait que ce sont des pays qui ont leur fabrication économique bien indépendante. Et donc, ils peuvent mener la guerre lorsqu'ils le veulent. Et ils ont décidé, donc, de 1990, 91, disons, à 2022, de ne plus mener la guerre. Ils ont décidé de ne plus mener les guerres comme celles que l'Occident menait, c'est-à-dire les guerres, soit des guerres unilatérales, soit des guerres préemptives. Ils sont retirés donc, de cette compétition pour la guerre-là. Ça veut donc dire, en conséquence, qu'ils ont pris le modèle allemand, qui veut que tout leur argent, ils ne le gaspillent pas dans l'armement, ils l'investissent plutôt dans leur économie. Donc, comme on dit en anglais, ils se retournent vers l'intérieur. Ils investissent dans leur économie. Et on a vu avec l'Allemagne que lorsqu'un pays le fait, ce pays devient fort, devient une puissance. L'Allemagne, qui a été défaite après la Deuxième Guerre mondiale, est devenue en quelque temps la première puissance européenne parce qu'elle n'a pas gaspillé son argent dans l'armement, elle a gaspillé plutôt dans la fabrication de son économie, dans la structuration de sa monnaie. Donc, elle s'est investie vers l'intérieur. C'est ce que la Russie a fait, c'est ce que la Chine a fait. Donc, on ne peut pas comparer aujourd'hui la Chine, la Russie avec les États-Unis parce que les États-Unis c'est surtout un pays qui est expansif, alors que la Russie et puis la Chine, ce sont des pays qui sont impensifs, disons, qui sont tournés vers l'intérieur, qui ont fabriqué, qui ont passé ces derniers 30 ans-ci à consolider leur économie et en conséquence sont devenus des puissances. Voilà.
Pourquoi tu soutiens la Russie qui a envahi l'Ukraine, un pays indépendant qui n'a pas de compte à rendre à la Russie? Bon, c'est une très bonne question. Je pense que c'est une question de choix. C'est une question de choix vraiment difficile. Vraiment difficile à expliciter parce que la presse occidentale, les médias occidentaux ne permettent pas d'articuler un autre point de vue. Donc, il faut choisir. Il faut choisir automatiquement. Mais au cœur de tout ça se trouve un problème. Le problème des minorités russes. Le problème des minorités russes en Ukraine. C'est ça le cœur du problème. C'est-à-dire, autrement dit, si tu entres dans une famille, tu vois le mari et la femme sont en train de se quereller. N'est-ce pas? Ça dit, au lieu de dire seulement, arrêtez, taisez-vous, il faut dire, quelle est la cause? Si tu veux que la querelle cesse vraiment, quelle est la cause? Parce que si tu ne vois pas la cause, c'est ce qu'il y a derrière, c'est que lorsque tu vas sortir, la querelle va continuer. Au cœur du problème là en Ukraine, c'est le problème des minorités russes en Ukraine. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Je prends d'habitude l'exemple du Cameroun avec les anglophones, la minorité anglophone au Cameroun. Parce que c'est le même exemple. C'est le même exemple. Avec la différence que en Ukraine, la Russie, qui est bien sûr russe, est intervenue pour pouvoir supporter, aider ces minorités-là. On peut l'analyser de deux façons. On peut dire la première façon, dire que en intervenant à l'intérieur des problèmes de l'Ukraine, la Russie a violé le pacte fondamental qui est que là, c'était un problème intérieur, c'était un problème interne. Ça veut donc dire que la Russie a agi en agresseur, en colonisateur. Là, c'est un côté. L'autre côté qu'on peut prendre, c'est que la minorité, de toutes les façons, ne voulait que son indépendance. Donc, quel qu'en soit le cas, la minorité aurait obtenu son indépendance. Donc, il n'y avait aucune possibilité à ce qu'elle puisse vivre en Ukraine. Et bien sûr, ça sert les intérêts de la Russie, qui n'a que activé cela pour pouvoir faire que l'Ukraine disparaisse comme État. Au cœur de ça, cependant, il y a un problème, le problème des minorités. Et moi, j'ai toujours dit que, quel qu'en soit le cas, le problème des minorités, c'est un problème qui, moi, me concerne toujours. C'est-à-dire que toutes les fois où une minorité est écrasée, je suis interpellé parce que je suis moi-même une minorité. Au Cameroun, je suis une minorité. Au Cameroun, je suis traité comme une minorité. Au Cameroun, je n'ai pas le pouvoir parce que je suis une minorité. Les Bamileke, les anglophones, sont écrasés au Cameroun parce qu'ils sont une minorité. Donc, il s'agit donc de comprendre comment est-ce que les minorités fonctionnent dans notre pays. C'est pourquoi déjà ça m'a intéressé. J'ai voulu comprendre pourquoi est-ce que dans un autre pays, des minorités sont traitées comme ça et comment est-ce qu'elles sont traitées. J'ai aussi voulu comprendre comment ça se fait que, n'est-ce pas, une grande puissance puisse intervenir dans un pays. Ben, on se rend compte que les deux parlent le russe. Donc, ça ne fait aucun sens que dans un pays, les Russes soient maltraités et que la puissance russe qui est à côté n'intervienne pas. Les Russes qui sont maltraités en Ukraine l'avons dit que c'est pas possible. Venez nous aider. Surtout qu'avant 1990, 99, 91, ils étaient tous dans le même pays. Avant 1980, c'était le même pays. C'était le même pays. C'est-à-dire que la révolution russe de 1917 a commencé à Odessa, qui est en Ukraine, n'est-ce pas? Même la conférence de Yalta, tout ça a eu lieu en Ukraine. Donc, l'Ukraine fait partie, c'est-à-dire, historiquement, l'histoire de l'Union soviétique est incompréhensible sans l'Ukraine. Parce que c'était le même pays, absolument le même pays. Donc, 30 ans ne peuvent pas être suffisamment forts pour que quelques personnes arrivent et puis fassent comme si ceux qui sont restés dans l'Ukraine là sont soudain des esclaves. Les transforment en esclaves, en citoyens de seconde zone, font comme s'ils n'existent pas, comme si ça les met dans des situations d'inconfort et puis d'insécurité, alors qu'à côté, il y a la Russie, et alors que dans le passé, ils étaient dans un même pays. Donc voilà ce qui m'a interpellé. Et là, avec ça, moi, j'ai voulu comprendre comment est-ce qu'une minorité est traitée dans un pays, parce que c'est un problème qui se répète en Afrique encore et encore. On a par exemple au Cameroun, les anglophones avec le Nigeria à côté. On a par exemple en Côte d'Ivoire, ce qu'on appelait les Dioula, avec au nord, n'est-ce pas, voilà, les Malinké qui sont au Burkina Faso, qui sont au Mali, qui sont un peu partout là, mais en Côte d'Ivoire, ils sont une minorité. Donc on a ce problème, on a au Rwanda par exemple, on a les Tutsis qui sont au Rwanda, une minorité, mais qui du moins ont des relations organiques avec l'Ouganda. On a au Mali, les Touaregs qui sont une minorité au Mali, mais qui ont une relation organique avec l'Algérie, avec la Libye, ça dit parce que ce sont tous des Arabes. Hein? Donc on a ce problème-là systématiquement en Afrique. Et tant qu'en Afrique, on n'a pas articulé une politique claire de défense, de support des minorités, on ne va pas avoir la paix.
Donc, c'est pourquoi j'ai voulu voir comment dans d'autres continents, sur d'autres continents, ce problème-là est résolu. Et donc, à cause de ma propre existence, de ma propre identité, je ne pouvais que me rapprocher de la minorité russe pour la comprendre. Et la minorité russe, n'est-ce pas, en Ukraine, c'est le Donbass. C'est le Donbass qui veut son indépendance. C'est le Donbass, un peu comme en Éthiopie, on dirait à l'époque, l'Érythrée voulait son indépendance, parce que l'indépendance, lorsque tous les pays sont occupés, ne peut être obtenue que par la sécession. L'indépendance, lorsque tous les pays de la terre entière sont occupés, ne peut être obtenue que par la sécession. Donc, il faut une pensée claire de la sécession. Je crois d'ailleurs que j'ai un livre sur la sécession, mais bon, je ne vais pas le trouver maintenant, parce que il est un peu perdu là, parce qu'il faut réfléchir sur la sécession, beaucoup réfléchir sur la sécession pour comprendre quel est le processus de mise en branle de celle-ci, parce que ce processus est toujours installé sur l'absence de respect que l'on donne aux minorités. Oh, quelles sont mes... Oh, je crois que mes propositions, en fait, moi, à l'heure actuelle, j'ai pris la décision de supporter les Amazoniens et je pense que le problème, ce n'est pas d'arrêter la guerre. Ce n'est pas ça le problème. Moi, je pense que une guerre s'arrête naturellement lorsqu'une partie a gagné. Et donc, ce n'est pas, on ne force pas les gens à arrêter la guerre. Par exemple, on dit depuis 2 ans que la guerre est finie, mais je reçois des images tout le temps là, de soldats qui ont été tués. Donc, le problème n'est pas d'arrêter la guerre. On peut d'ailleurs revenir sur l'Ukraine. La guerre en Ukraine a commencé, n'est-ce pas, en Crimée. Et puis, il y a eu des accords de Minsk où chacun a conclu qu'on fait ceci, on fait cela. Et puis, en 2014, ça a encore pété. Accord de Minsk, on est revenu là-dessus. Donc, il y a toujours des accords qui sont colmatés, on attache et on fait des choses. D'ailleurs, même en 2019, Zelensky a rencontré Vladimir Poutine à Paris avec Angela Merkel, tout le monde, avec bien sûr tout le monde, c'est Macron. Donc on a colmaté quelque chose, signé une déclaration. Poutine a sans doute signé, mais la guerre n'est pas finie. La guerre n'est pas finie. Je veux pas là dire que on va vous dire comme je vois Emmanuel dire le dialogue c'est quoi, ça ne sert à rien si on n'a pas résolu les problèmes bien concrets. Si on n'a pas résolu les problèmes bien concrets, le dialogue ne sert à rien. Donc je suis d'un point de vue que à un certain moment il faut qu'une partie gagne. Il faut qu'une partie gagne et on a une paix qui installe les principes bien définis et on respecte ces principes-là dans ce sens où on sait par exemple, comme on voit en Ukraine, là, une partie de la population qui ne peut pas vivre avec l'autre, on la met dans les voitures, on la fait quitter, elle traverse la frontière, elle s'en va de l'autre côté, on lui trouve des terrains, elle s'installe là. Et c'est comme ça qu'on faisait en Afrique avant. Si vous ne pouvez pas vivre ensemble, on ne vous force pas, on vous met dans les voitures, vous allez de l'autre côté, vous habitez là-bas. Point final. Et on ferme ce chapitre-là pour 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 100 ans. Et c'est comme ça. Donc moi, je pense que avec le Cameroun, l'étape qui est nécessaire, avec l'Amazonie, l'étape qui est nécessaire, elle est qualitative. Dans ce sens où ce qui se passe en Ukraine, là, nous présente, j'ai posté sur ma page une image de la présence russe en Afrique et de la présence américaine en Afrique. Les deux ne se chevauchent pas. Donc, si vous regardez encore, vous allez voir, je peux même d'ailleurs regarder pour vous et vous la poster encore. Les deux ne se chevauchent pas, dans ce sens où l'Afrique est prise en main par deux puissances qui sont en train finalement de se battre l'une avec l'autre. Il y a d'une part les États-Unis qui ont une présence militaire bien implantée dans plusieurs pays, et puis il y a d'autre part la Russie avec Wagner qui est implanté dans plusieurs pays également. Et si vous regardez bien ces deux cartes-là, vous allez voir que ces deux puissances-là se rencontrent uniquement dans deux pays. Je suis en train de chercher la carte. Ces deux puissances se rencontrent seulement dans deux pays, la Libye et le Mali. Et dans ces deux pays-là, il y a la guerre. Donc, toutes les fois, on peut donc tirer la conclusion, c'est que toutes les fois où ces deux puissances-là se rencontrent, il y a guerre. Elles se font la guerre, surtout en Libye, par exemple. Donc, voilà une situation claire qui fabrique sur la terre africaine deux mondes différents. Deux mondes différents où il faut choisir. Et moi, je crois que avec l'Amazonie, on a atteint le niveau où il faut choisir. Oui, il faut choisir. On ne peut pas rester là pendant 10 ans, 20 ans. Il y a des morts, on tue, personne n'en parle. On tue, on brûle des maisons, personne n'en parle. C'est-à-dire la haine s'installe entre voisins. On détruit des écoles, on viole des femmes, on met des gens en prison, on les laisse en prison, ils meurent en prison, on met des chaînes sur eux. Non, il faut qu'à un moment ça s'arrête. Si on prend l'exemple, n'est-ce pas, de l'Ukraine, ils ont eu une guerre en 2014. Une guerre vraiment chaude. Et puis après,
il y a eu la paix, il y a eu un accord, il y a eu un dialogue, on a signé la paix, mais ça a recommencé en 2022 et maintenant ça va être résolu, j'espère. Avec le Cameroun, c'est identique, c'est-à-dire à ce moment, il faut que l'on se décide clairement de où est-ce qu'on veut aller. Et donc moi je dis, l'étape qualitative, c'est que les anglophones cherchent une relation avec Wagner, qu'ils cherchent une relation avec Wagner et avec cette relation-là, qu'ils mettent les conditions d'une paix perpétuelle et qu'on on ferme ce chapitre-là. Si, comme ils veulent être dans leur propre pays, ils ont leur pays, les francophones ont leur pays, et on recommence à vivre ensemble. On recommence à vivre ensemble. Les relations s'installent encore entre les deux. On abolit les passeports entre chacun, parce que déjà le Nigeria n'a pas de passeport pour venir au Cameroun. On abolit les passeports, on abolit même encore les frontières, on laisse les gens vivre ensemble, et puis on passe là-dessus. Mais le principe politique du respect mutuel est installé. C'est-à-dire que le principe politique qui veut qu'il y ait un État à côté de l'autre est installé. Donc, voilà ce avec quoi je suis d'accord. Le chemin suivant pour moi, pour les anglophones, c'est donc qu'ils essayent d'avoir une relation avec Wagner. Qu'ils essayent d'avoir une relation avec Wagner. Donc, le chemin pour moi est d'abord diplomatique. Et il leur faut de bons diplomates, il leur faut une politique extérieure suffisamment claire et il leur faut une vision suffisamment articulée du fait que ce n'est pas tous qui vont aller chez Wagner parce qu'ils n'ont pas besoin d'unité. C'est un seul qui va y aller. S'il réussit, les autres vont disparaître. Non, je viens d'expliquer, Emmanuel, pour moi, je ne suis pas un partisan du dialogue. Hein. Moi, je ne suis pas un partisan du dialogue. Non, on ne dialogue pas avec des gens qui veulent vous tuer. Hein. Non, on ne dialogue pas avec des gens avec les boulots. Non, pas du tout. C'est-à-dire, le parenté que moi je sais, c'est que la pierre, on ne dialogue pas avec la pierre, avec le caillou, on le casse. Donc, dialogue, là, je ne suis pas là. Je pense qu'il faut articuler une position, une politique étrangère. Il faut que les embats articule une politique étrangère suffisamment claire qui s'installe dans le nouveau paradigme que nous avons, qui veut que l'Afrique soit divisée en deux et que d'une part il y ait les Russes, d'autre part il y ait les Américains, d'une part il y ait Wagner, de l'autre part il y ait l'OTAN. Oui, les Allemands seront les premiers à acheter. Les Allemands seront les premiers à acheter le pétrole en rouble. Donc, moi, j'ai vécu en Allemagne, hein, donc les Allemands ne vont pas le dire très fort, mais ils seront les tout premiers à acheter le pétrole en rouble. Ça, c'est une évidence d'ailleurs, c'est indiscutable. Mais ce qui est aussi clair, c'est que la coalition politique en Allemagne n'a pas tellement d'avenir. Je ne crois pas qu'elle survive longtemps avec Scholz, parce que il a été surpris par beaucoup de choses, beaucoup trop de choses qui ont été mises en branle par Angela Merkel, du moins pendant de nombreuses années. Surtout, il a été surpris par la relation d'intimité entre l'Allemagne et puis la Russie, mais il a aussi été surpris par le fait que les socialistes, n'est-ce pas, les sociaux-démocrates étaient d'accord avec. Par exemple, Schröder était d'accord avec. Donc, il a été surpris par tellement de choses que je ne sois pas sûr qu'il puisse survivre politiquement pendant longtemps, parce que ce que nous allons voir maintenant, c'est plus ou moins le boomerang politique. Je vais écrire un texte là-dessus après, mais je vais un peu l'expliquer maintenant. Nous avons vu maintenant le boomerang économique des sanctions. Le boomerang économique, c'est quoi? C'est l'inflation ou la stagflation, les prix de l'essence qui augmentent, les prix des denrées de première nécessité qui augmentent, les prix, n'est-ce pas, des constructions, du travail à la pêche, des choses comme ça qui augmentent. Là, c'est le boomerang économique. Mais l'économique et le politique sont toujours liés. Et le boomerang politique n'a pas encore eu lieu parce que depuis, il n'y a pas eu d'élection en Occident. Il n'y a pas eu d'élection en Occident. La première élection qu'il y a, c'est l'élection en France. Ensuite, il y a l'élection en Hongrie. Et il faut maintenant suivre sur les élections pour voir le boomerang politique. Vous allez voir comment ceux-là qui ont signé les sanctions, qui ont décidé des sanctions contre la Russie et ont fait leur propre pays vivre les conséquences de ces sanctions-là, vous allez voir comment ils vont tomber un à un. Ils vont tomber un à un. Et c'est si évident que l'histoire politique de l'Europe est là vraiment comme un livre. L'histoire politique de l'Occident est là comme un livre. Je vais prendre l'exemple de la guerre au Vietnam. La guerre au Vietnam a créé des instabilités absolues aux États-Unis. Par exemple, laissons même le fait que Kennedy a été tué. Là, c'était un accident. Là, c'était un accident. La première victime de la guerre au Vietnam, c'est LBJ, Lyndon Johnson. C'est le premier président qui
a dû abandonner, c'est-à-dire il était sûr qu'il allait gagner, il a gagné avec une majorité son premier mandat, c'est-à-dire celui qui a en fait remplacé Kennedy. Il avait gagné son propre mandat avec des voix tellement élevées qu'il était sûr de rester au pouvoir, mais il n'a pas pu rester. Il a dû en fait démissionner. Voilà, là c'est la première victime. La deuxième victime, évidemment, c'est celui qui est venu après. C'est Nixon. Nixon a gagné avec une marge de manœuvre absolue. Mais il a sombré déjà parce que ce qu'il avait fragilisé le plus, c'était le fait qu'il avait utilisé les accords de paix qui avaient lieu à Paris à cette époque-là comme étant une marge de manœuvre pour se faire des voix. Donc, il voulait cacher ça. Et donc, c'est pourquoi il a fait tous ces cambriolages que l'on connaît, parce qu'il voulait cacher ses activités mafieuses durant les accords de Paris. Donc, c'est ça qu'il voulait cacher. Donc, ça a abordé sa propre présidence. Donc, il est la victime collatérale numéro 2. La troisième victime, n'est-ce pas, c'est évidemment, en fait, dans ce genre de relation avec la guerre, c'est Ford. Celui qui est venu après Nixon. Ford, lui, n'a pas pu rester président longtemps. Il n'a pas pu. Parce que déjà, il avait pardonné Nixon, mais aussi, déjà, il avait plus ou moins laisser tomber le Vietnam. Là, c'est un exemple que je prends. Le deuxième exemple que je prends, c'est la crise pétrolière. La crise pétrolière de 1974. Carter est venu au pouvoir avec un optimisme extraordinaire parce que c'était une nouvelle vision de politique. C'était un chrétien, c'était quelqu'un de gentil, de généreux, etc., etc. Mais il n'a fait qu'un seul mandat. Il n'a fait qu'un seul mandat. Pourquoi? Parce que la crise pétrolière a fait son pouvoir pratiquement disparaître. Là, c'est un exemple. Je peux prendre la France. Je vais prendre Giscard. Giscard n'a fait qu'un seul mandat. Pourquoi? Pas parce qu'il était bête. C'était un économiste. C'était quelqu'un de jeune, d'intelligent. Il a pris le pouvoir. Je crois qu'il avait 44 ans, quelque chose comme ça. Donc, de jeune, d'intelligent, de dynamique, tout. Mais son pouvoir, d'habitude, on dit que c'est les diamants de Bokassa. Mais là, c'est rien du tout. Qui en France parle ça s'occupe des diamants de Bokassa? Quel genre de petits scandales les politiques n'ont pas? Mais ce qu'il a fait tomber, c'est que sa présidence coïncidait avec la crise pétrolière. Comme quoi, les gens n'arrivaient même plus à manger, les Français n'arrivaient, c'est-à-dire que l'inflation était au niveau qu'on a aujourd'hui. Or, Giscard avait un niveau de popularité beaucoup plus élevé que celui que Macron a. C'est-à-dire Giscard était à 36%, Macron est à 27%, et ces sondages qu'il fait lui-même sont en train de baisser vraiment comme une chute athlétique. Avec ça, c'est clair que la France aura un chamboulement politique, pas seulement Macron, mais aussi son parti politique qui sera balayé à l'élection législative. Donc là, c'est incontestable. On peut prendre Macron, on peut continuer de manière infinie et puis voir le fait que il y a un boomerang économique, mais il y a toujours aussi un boomerang politique. C'est-à-dire que c'est vraiment lié. C'est-à-dire c'est lié l'un à l'autre. Il ne peut pas y avoir un boomerang économique sans un boomerang politique. Et il faut s'attendre à ça. La guerre en Ukraine a été très brève. C'est-à-dire, c'est 6 semaines. 6 semaines, c'est très bref. Les guerres dont je parle là, ou bien les crises dont je parle là, sont des crises, des guerres qui passent 2 ans, qui passent 10 ans. Donc, le boomerang politique, ça se fabrique de manière incrémentale. Avec la guerre en Ukraine, ça commence avec Macron et puis ça va continuer. Je vais prendre un autre exemple. La guerre au Mozambique, la guerre en Guinée-Bissau, la guerre pour le Portugal, n'est-ce pas? Ces guerres-là ont évidemment créé une révolution au Portugal aussi, ce qu'on appelle la révolution des œillets. C'est-à-dire que c'est sur la base de ces guerres-là qu'il y a eu un changement politique au Portugal avec le dernier coup d'État en Europe. Comme quoi, le boomerang politique est inévitable. Et les politiciens eux-mêmes le savent. Ils n'en parlent pas parce qu'ils ont peur. Ils le savent eux-mêmes. Et c'est pourquoi ils essaient de faire tout pour, du moins, pour qu'on voit Poutine comme étant Hitler. Ils savent qu'ils seront punis par les électeurs qui n'arrivent pas à acheter leur propre nourriture. Moi, en fait, ce que j'ai appris des élections aux États-Unis, parce que moi, en fait, en Allemagne avant aussi, parce que à la différence de beaucoup de jeunes d'aujourd'hui, j'ai grandi dans des démocraties, donc j'ai eu 18 ans à l'époque où on était dans la rue tous les jours pour se battre pour la démocratie. Ensuite, je suis parti en Allemagne, j'ai donc grandi pas seulement dans la démocratie, mais aussi dans les fédérations. Donc, ce que ces deux choses-là m'ont enseigné, c'est que on ne planifie jamais une deuxième élection sans avoir passé la première.
Là, c'est une loi cardinale. On ne s'organise jamais pour une deuxième élection sans avoir passé la première. Donc, en France, il y a deux élections. En France, il y a deux élections depuis le fait que la France ait accepté le principe du vote, du suffrage universel pour la présidence. Ce principe qu'il n'avait pas avant. Avant, avec De Gaulle, avant, c'était l'élection indirecte. Donc maintenant, depuis 1965, la France a l'élection, du moins le suffrage universel pour la présidence. Ça veut donc dire la conséquence, c'est que la France n'arrive pas à avoir des candidats qui est 51%. N'arrive pas du tout à avoir des candidats qui est 51%. Ils ont des candidats qui ont 20%, 21%, et donc ils sont obligés d'aller au second tour. Et c'est au second tour que ça se décide. Évidemment, moi, mon souhait et ma vision, en fait, ce que moi j'analyse, ce que j'analyse depuis, c'est la défaite de Macron. Donc, je n'investis pas tellement mon énergie sur le fait qu'un candidat puisse gagner. Parce que dans une élection, il faut perdre ou bien gagner. C'est les deux. N'est-ce pas? Donc, perdre ou bien gagner. Et donc, je n'investis pas tellement mon énergie dans le fait que quelqu'un puisse gagner. Parce que sinon, dès le départ, j'aurais supporté quelqu'un qui peut gagner. C'est-à-dire, comme on dit en anglais, winnable candidate, a candidate who can win. Donc, j'aurais supporté ça, c'est-à-dire, j'aurais fait un vote tactique. Non, moi, j'ai plutôt, pour ceux qui veulent gagner, qui doivent gagner, j'ai plutôt fait un choix idéologique. Dans le sens où j'ai supporté Taubira. Parce que je suis fondé sur la défense des minorités. Et moi, je pense que quelqu'un d'intellectuel, son rôle n'est pas seulement d'avoir une prise de position tactique. C'est-à-dire, mon but, c'est pas d'avoir accès à l'Élysée, au président. Non, c'est pas ça mon but. Mon but, c'est de poser un certain nombre de principes qui doivent respecter. Et ce but-là, c'est le respect des minorités. Donc, ça fait que, à un certain moment, j'ai mis devant Taubira parce qu'elle est une femme, elle est une noire, elle est une femme. Et j'estime que c'est le temps pour une noire, pour une femme surtout, d'avoir le pouvoir en France. En fait, la France, c'est une anomalie. C'est une anomalie totale, c'est-à-dire un pays qui a un président depuis 1789 et qui n'arrive pas à avoir une femme présidente, c'est absolument extraordinaire. Donc, voilà un travail qui doit être fait intellectuel. Mais en même temps, j'ai investi mon énergie tactique, dans le fait que Macron doit perdre l'élection. Donc là, ces deux-là sont liés. Macron doit perdre l'élection. Donc, ma vision, c'est que pour le premier tour, ça dit mon analyse, c'est pas une vision, mon analyse, c'est qu'au premier tour, Macron ne passera pas. Parce qu'avec les chiffres là que je vois, et le fait qu'il essaye ce qu'on appelle aux États-Unis a Hail Mary Pass. Hail Mary Pass, c'est un peu comme en football, le gardien reste dans ses goals, c'est-à-dire c'est 91e minute, alors il reste dans ses goals, il tire. Il tire devant là et il espère que quelqu'un va se toucher le ballon et va marquer. Et donc, ils pourront gagner. Donc, c'est ce qu'on appelle Hail Mary Pass. Voilà. Je ne sais pas comment on appelle ça en football camerounais, mais c'est ça. Alors, Macron essaye ça avec Le Pen. C'est-à-dire, il essaye d'utiliser le racisme comme étant une tactique vraiment désespérée pour gagner parce qu'il n'a plus rien finalement. Avec ça, je pense qu'il ne passera pas au premier tour. Et surtout, on voit la force de Mélenchon. Moi, j'ai toujours estimé que là, c'est mon point de vue sentimental peut-être, mais j'estime que Pécresse, ayant une infrastructure partisane qui est suffisamment forte, peut survivre le fait que Covid rende la mobilisation difficile et donc se retrouver au second tour. Avec ça, je vois grosso modo Pécresse contre Mélenchon au deuxième tour et c'est là donc que ça va se décider. Et donc, c'est là. Je préfère ne pas parler de l'élection finale, c'est-à-dire du deuxième tour, parce que pour moi, on ne passe pas une élection, on ne parle pas d'une seconde élection sans avoir passé la première. Mais il faut déjà passer la première et ensuite on va parler de l'autre là. Les Ambas ont-ils la possibilité d'inviter Wagner directement? Oui. Les Ambas ont la possibilité claire d'inviter Wagner sur leur territoire. La fois où je l'ai mentionné ici pour la première fois, en fait, je ne savais pas que Wagner était aussi installé en Afrique. Lorsque j'ai vu la carte de l'installation de Wagner, moi-même, j'ai été surpris. D'une part. D'autre part, je ne savais pas que Wagner s'investissait également dans des groupes armés, comme on les appelle souvent. Je croyais que Wagner ne soutient que des pouvoirs constitués. Par exemple, en RCA, par exemple, au Mali. Mais on m'a rapidement, c'est-à-dire les amis m'ont rapidement rectifié là. Ce n'est pas le cas. Wagner soutient également des pouvoirs, c'est-à-dire des groupes armés. Ça, on veut donc dire grosso modo qu'il y a une possibilité véritable pour qui veut
mettre en branle le changement en Afrique. Voilà la carte que j'ai, je la poste afin que vous voyez de quoi je parle, n'est-ce pas? Vous pouvez comparer la présence de Wagner à celle des autres, c'est-à-dire des soldats américains de l'OTAN, disons comme ça, voilà ça. Voilà la carte comparative, vous pouvez comparer et voir vous-même que ce sont des cartes qui ne se chevauchent pas, mais en fait qui se chevauchent de manière minimale en Libye et puis au Mali. Et donc, vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment deux mondes qui en Afrique se sont structurés et donc ça donne un espace de suivi aux Amazoniens pour pouvoir travailler pour leur propre libération. Les sondages sont faits, en fait, l'histoire des sondages est très intéressante parce que les sondages ces derniers temps sont faits sur Internet, d'une part. Ça veut donc dire que vraiment ils ne sont pas crédibles. Tout le monde n'a pas Internet, il y en a mais ce qui est beaucoup plus important, c'est que avec Covid, n'est-ce pas, les gens ne vont pas aller voter. Donc il y aura une abstention très élevée. Le problème qui va se poser, c'est celui de l'abstention. C'est le problème de l'abstention. Et ce n'est pas une abstention volontaire, comme par exemple les vacances. En 2002, les gens étaient en vacances parce qu'ils se disaient justement que Jospin gagnerait. Ils étaient allés en vacances en 2002 et la conséquence, c'est que Le Pen a gagné. Ça a surpris et donc il y a eu le vote, le rabattage de vote donc, sur Chirac, ce rabattage de vote qui fait vraiment baver Macron parce que ça l'a aussi aidé en 2017. Et il espère que ça l'aidera également en 2022. Mais il oublie qu'en 2017, les deux partis les plus importants de France s'étaient auto-sabordés. Et donc, il a fait tout son travail pour continuer de les saborder. Cependant, l'abstention, c'est vraiment ce qui est le plus important. C'est une abstention qui sera liée au Covid. Je lis des articles là venant de France où le ministre de France dit qu'aller voter justement exposera des gens au Covid. Les gens se demandent souvent, est-ce que justement ça ne pénalisera pas, par exemple Mélenchon, est-ce que ça ne pénalisera pas les autres les autres candidats pour permettre, n'est-ce pas, à Macron de passer. Il suffit de voir son meeting pour se rendre compte que si on compare son meeting avec celui de Mélenchon, on se rend compte que Mélenchon a une force de mobilisation beaucoup plus grande que lui. Justement parce que son parti est jeune. Le parti de Macron est très jeune. Le parti de Macron a été fabriqué de toutes pièces en 2017, là, devant nous. Donc, ce sont des gens qui étaient fatigués, énervés, et puis ils ont donné l'opportunité de passer. Donc, il n'a pas une force de mobilisation véritable. Ça fait qu'avec un événement historique comme Covid, il ne peut pas vraiment se défendre comme il faut parce que pour se défendre comme il faut mobiliser des gens, aller, comme on dit ici aux États-Unis, door to door, frapper à la porte des gens, les mettre même dans la voiture, les aider à aller voter, venir les remettre chez eux, les encourager à sortir. Il ne peut pas faire ça. Il n'arrive pas à faire ça. Déjà qu'il n'arrive pas à le faire pour son propre meeting. Et il n'arrive pas à le faire pour son propre meeting parce qu'il n'a fait qu'un seul meeting. Pourquoi est-ce qu'il n'a fait qu'un seul meeting? Parce qu'il avait peur que les gens voient qu'il n'a pas la force de mobilisation qui puisse permettre aux gens de sortir. Avec ça, donc, c'est impossible de prendre les sondages comme étant garant de quelque vérité que ce soit. Ce qu'il faut regarder plutôt, c'est l'abstention. L'abstention. Et il faut déjà se dire que l'abstention pénalisera surtout Macron qui n'a pas une structure partisane suffisamment forte pour permettre aux gens de se mobiliser, c'est-à-dire de sortir de chez eux. Qu'après la guerre doit être traduit je pense que chacun, la question de moi trésor, est-ce que je pense qu'après la guerre Zelensky doit être traduit à la Cour pénale internationale? Je pense que Zelensky c'est celui qui a beaucoup de chances d'échapper à la Cour pénale internationale parce que justement on s'est rendu compte, je reviens sur ce que je disais par rapport au soft power de l'Occident, on s'est rendu compte que le soft power de l'Occident, c'est-à-dire l'ensemble des structures internationales qui servent de squelette à l'hégémonie occidentale, c'est-à-dire l'ONU, bien sûr, l'ONU peut être une petite exception parce que la Chine et puis la Russie ont le droit de veto. Mais l'ONU a l'Assemblée générale qui permet également d'avoir des résolutions, même si celles-ci ne sont pas contraignantes. Bref, ça permet d'avoir un point de vue moral sur des positions générales, comme par exemple des crimes. Il y a la Cour pénale internationale, il y a également d'autres organisations, la Banque mondiale, le FMI, etc., etc. Bref, on se rend compte que pour pas seulement amener quelqu'un à la Cour pénale internationale, mais également sanctionner quelqu'un, il faut cet agrément moral-là qui est acquis uniquement lorsque l'Occident est d'accord.
et même des des petites organisations comme Amnesty, Human Rights Watch, etc., sont des longues mains de l'Occident. Donc avec ça, un laquais de l'Occident aura toutes les difficultés d'être traîné à la CPI. En fait, c'est impossible. Lorsqu'on regarde la CPI, on se rend compte qu'il n'y a que des Africains. Il n'y a que des Africains qui se sont retrouvés dans des difficultés telles que l'Occident soit obligé de les lâcher, ou alors ont opposé l'Occident, comme par exemple Gbagbo. Se sont retrouvés dans des difficultés où l'Occident les a lâchés, comme Bemba. Bemba, c'est évidemment quelqu'un qui était un pion de l'Occident, mais il s'est retrouvé dans... Donc c'était trop, le supporter c'était trop. Ou bien des gens comme Gbagbo, Blé Goudé, qui ont eu des positions anti-occidentales, et qui se retrouvent à la CPI. Donc quelqu'un comme Zelensky, qui déjà même dans sa prise de pouvoir, dans le maintien de celui-ci, dans l'articulation de celui-ci, même dans la fabrication de l'alliance pour la défense de son pouvoir et de ce qu'il appelle son pays, ne compte que sur les Occidentaux et sinon sur les Blancs, ne peut pas aller à la CPI. En fait, ce serait très surprenant qu'il aille à la CPI parce que tous les crimes qu'il commet, l'utilisation des enfants soldats, l'utilisation, en fait, tirer même sur les prisonniers de guerre, etc., etc. Tous les crimes qu'il commet, n'est-ce pas, n'apparaissent même pas dans les médias occidentaux. C'est-à-dire qu'on ne parle même pas de cela. On ne présente même pas ça. Comme quoi, s'il y avait une erreur, même qu'on l'amène à la CPI, il sera libéré le plus rapidement possible parce que les États occidentaux feront tout pour vider la charge qui pourrait être posée contre lui. Avec ça, c'est impensable qu'il puisse aller à la CPI. Que pensez-vous de deux postes de vice-président qui se préparent au Cameroun, parmi lesquels un anglophone ou un originaire de la forêt? Bon, en fait, avec le Cameroun, il faut déjà voir lorsque ça vient sur la table avant de pouvoir discuter. Parce que, il faut savoir que moi, je viens d'une certaine tradition, la tradition des parlementaires. La tradition des parlementaires que moi je représente, c'était une tradition pragmatique, réaliste. À la différence des gens qui discutaient, causaient, il y en a qui étaient réalistes. Et moi, j'étais réaliste, ce qu'on appelle en allemand realpolitik. C'est-à-dire qu'on se fonde sur les forces en présence et c'est sur les forces en présence là que l'on discute. Et on bâtit une politique à partir des forces en présence que l'on a, à partir de la force que l'on a. On constitue donc une force motrice, par exemple en transformant la foule en une mobilisation qui puisse impulser le changement. Avec une prise de position comme celle-là, je ne peux pas venir débattre sur l'importance de la vice-présidence ou bien des vice-présidences, surtout que dans des pays comme le Congo, RDC, ils avaient 4 ou 5 vice-présidents, hein, 4 ou 5. Ça n'a mené nulle part. Ça n'a mené nulle part. La RDC, ils avaient 4 ou 5 vice-présidents. Ça y est, Bemba était un vice-président. Alors, ils ont commencé la guerre. Donc, avec ça, c'est-à-dire, ce sont des diversions inutiles. Donc, toute personne qui est pragmatique comme moi et qui est réaliste comme moi, parce que je suis un réaliste en analyse politique, je ne suis pas un idéaliste, je suis un réaliste pur et simple. Et toute personne qui, comme moi, est un réaliste, ne va même pas perdre son temps à lire qui sera vice-président, qui sera, et comme, en fait, ne va même pas perdre son temps à regarder qui est sénateur ou bien qui est représentant des régions. Ce sont des pertes de temps inutiles. Et moi, je pense que ça ne va résoudre aucun problème. En fait, ça ne va que rallonger les problèmes. Ça ne va que prolonger la souffrance des Camerounais parce que ça aura ajouté à la structure de corruption que l'on a déjà une autre structure de corruption, étant donné que ces vice-présidents n'auront aucun pouvoir devant Biya. Aucun, mais alors aucun. C'est-à-dire que je ne sais pas quel pouvoir ils peuvent avoir que le SG n'a pas déjà, ou bien que non, ils n'auront aucun pouvoir. Donc c'est une perte de temps, de discussion absolument inutile qui ne devrait même pas occuper les Camerounais en fait, parce que ce sont les gens de choses qu'ils font, les gens au lieu de se mobiliser pour pouvoir libérer notre peuple, passent le temps à discuter chez eux, passent le temps à discuter dans des bars, passent le temps à se raconter des bobards. Oui, bon, en fait, le poste de vice-président a marché au Nigeria quand ils ont perdu leur président, c'est bien possible. Hein. Je ne crois pas que en fait, l'Afrique a 54 pays où un exemple aura 10 contre-exemples. Hein. Si on prend par exemple le Sénégal, où l'introduction, n'est-ce pas, à la vice-présidence a créé une crise politique qui a fait finalement Wade du moins être balayé parce que son but c'était d'installer son fils comme vice-président. Il y a toujours un contre-exemple. Hein.
Et je crois que le plus important, c'est de savoir qu'un président comme Biya, en fait, le RDPC qui introduit un poste de vice-président, c'est une perte de temps. Euh, Est-ce que la Russie devrait totalement détruire l'Ukraine et tuer tout le monde? Bon, je veux dire, hein, lorsque la guerre a commencé en Ukraine, c'est important de... En fait, pour moi, ça a été très intéressant de voir que les États-Unis ont utilisé la même stratégie de propagande que le RDPC utilise. C'est-à-dire, d'une part, couper toute source d'information de son ennemi, couper tout, interdire la télévision russe, interdire les médias russes, interdire tout ça. Et maintenant, dans le second geste, transformer tout ce que les Russes disaient en l'inverse de ce qu'ils disaient. C'est-à-dire vraiment faire les Russes dire l'inverse de ce qu'ils disaient. Et donc, faire de telle sorte que, par exemple, la guerre de Poutine en Ukraine devienne une guerre d'occupation. Faire en sorte que ce soit une guerre d'occupation, que ce soit modélé sur la vision que les Américains connaissent déjà de la guerre en Afghanistan, de la guerre en Irak, où ils savent eux-mêmes qu'ils ont échoué. Donc, ils empêchent à Poutine de faire une narration de sa propre guerre, de sa propre tactique, de sa propre stratégie, et ils racontent donc un genre de guerre auquel les citoyens américains occidentaux ont l'habitude, une guerre d'occupation, et ils se disent que cette guerre-là est centrée autour de Kiev. Donc, comme quoi, s'il n'y a pas Kiev, il n'y a rien parce que c'est une guerre d'occupation. Comme chez eux, leur guerre d'occupation avait comme centre Bagdad, n'est-ce pas? Comme la guerre d'occupation en Afghanistan avec comme centre Kaboul. Donc, ils présentent un modèle que les Américains connaissent, auquel les Américains ont l'habitude. Et donc, ils font comme si, n'est-ce pas, la Russie suivait également ce modèle-là. Et ils définissent à partir de ça, de si la Russie a échoué ou bien gagné. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça marche comme ça avec des enfants. Ça marche comme ça avec quelqu'un qui n'a pas une vision pragmatique, réaliste de la politique, parce que la politique, en fait, veut qu'on écoute d'abord ce que la personne a dit, qu'est-ce que la personne a dit, et on mesure le succès de la personne par rapport à ce que la personne avait dit comme but. Est-ce que tu as réalisé ton but? Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que on compare maintenant ce but que tu as réalisé là à des autres situations similaires pour voir si tu as réussi. En classe, par exemple, lorsque tu fais un examen, on te donne une note. C'est-à-dire que c'est par rapport au but. Le but, c'était 20. Le but, c'était 20. Hein? On te donne par exemple 15 sur 20. C'est ça, le but. Tu n'as pas pu atteindre le but qui est 20. Donc, on te donne 15. Maintenant, il y a ce qu'on appelle en classe le rang. Donc, tu es le 3e de la classe. Ça veut donc dire que par rapport à ton rang, on te compare avec d'autres dans la classe, on dit que tu es le 3e. Eh bien, avec la guerre en Ukraine, voici ce qu'on fait. On prend d'abord ce que Poutine avait fixé comme but. On dit, son but c'était donc ce qu'il appelle une opération militaire spéciale, c'est-à-dire libérer le Donbass, faire que les citoyens russophones ne soient pas traités comme des citoyens de seconde zone, ne soient plus traités comme ça, c'est-à-dire en fait il appelle ça dénazifier. Dénazifier, en fait, c'est un mot historique. Je pourrais passer encore une heure de temps à parler parce que pour quiconque a passé du temps en Allemagne, c'est ce que c'est que dénazifier. Die Entnazifizierung, on disait en allemand, Entnazifizierung, n'est-ce pas? Et c'est une politique qui a été mise en branle en Allemagne de 1945, je crois d'ailleurs en 1970, qui consistait à pourchasser tous les nazis. On a vu ça, même Israël faisait ça, pourchasser tous les nazis, les arrêter, les mettre en prison, etc. Bref, le but d'abord, c'est dénazifier, si on veut, mais c'est-à-dire faire de telle sorte que les Russes en Ukraine ne vivent plus comme des citoyens de seconde zone. Mais aussi, le but premier, c'était l'indépendance du Donbass. Et on peut ajouter là-dessus le fait que l'Ukraine ne soit pas membre de l'OTAN. N'est-ce pas, que l'Ukraine ne soit pas membre de l'OTAN, parce que lorsqu'on rentre les textes de l'OTAN, on se rend compte que dès 2008, l'OTAN avait écrit que l'Ukraine, il n'attendait que l'Ukraine devienne membre de l'OTAN, il n'attendait que ça. Donc, l'Ukraine et la Géorgie. Donc, le troisième but, donc, c'était que l'Ukraine ne devienne pas membre de l'OTAN, et puis, bien sûr, que l'Ukraine devienne neutre. Ça veut donc dire que militairement, l'Ukraine n'a pas le droit d'avoir une armée forte, ne puisse pas avoir une armée, sans parler même d'ailleurs d'une arme nucléaire, des choses comme ça, c'est absolument exclu.
Donc, l'Ukraine devient une nation neutre comme la Suisse, l'Autriche, des pays comme ça. Voilà. Voilà les 4 buts voilà, Poutine, n'est-ce pas, sont les 4 buts. Donc, maintenant, analyser son succès, c'est qu'on prend ces 4 buts-là et on regarde. Est-ce qu'il a pu dénazifier, c'est-à-dire faire de telle sorte que les citoyens russes ne se sentent plus comme des citoyens de seconde zone? On voit nous-mêmes comment est-ce qu'il enlève tous les citoyens qui sont tribalement ukrainiens, il les fait mettre dans les voitures et puis partir. Ils s'en vont. Ils sont 5 millions, ils sont partis. Donc, ce ne sont pas les russophones, là, ce sont les Ukrainiens tribaux. Il les fait partir. Ils quittent le sud, ils quittent les régions où c'est minoritairement russophone, ils quittent. Donc, la conséquence, c'est que les Russes se sentiront à l'aise là-bas. Ils seront chez eux, on ne parlera plus ukrainien dans la rue. C'est fini, là. On appelle ça un nettoyage ethnique. La conséquence du fait qu'on ait dénazifié, du moins cette zone-là. Again, je dis encore, la dénazification, si les Occidentaux étaient sérieux, ils auraient dit ça. C'est la politique américaine déjà, des années 40, 50, 60. Parce que c'est l'Amérique qui, en Allemagne, a pratiquement rééduqué les Allemands par la dénazification, la Entnazifizierung. C'est ça le terme. Quiconque fait l'histoire idéologique allemande doit passer par là. C'est le socle même de la constitution de l'Allemagne comme une démocratie. C'est ça la dénazification. Alors, les Américains disent, on ne sait pas ce que c'est, on ne comprend pas ce que c'est. On dit ça tombe du ciel. Alors que c'est écrit dans des livres, il faut regarder, les Allemands le savent, c'est Entnazifizierung. C'est ça la dénazification. Voilà. Donc, prenons ces buts-là et on dit, est-ce qu'il a atteint ça? On prend l'OTAN. L'OTAN a dit eux-mêmes que l'Ukraine ne sera plus membre de l'OTAN. Ça veut donc dire qu'il a atteint ce but-là. On prend, est-ce que l'Ukraine sera neutre? En vrai, l'Ukraine, eux-mêmes, ils ont dit qu'ils seront neutres. Ils ont dit eux-mêmes qu'ils vont être neutres. Qu'ils acceptent ça, les gens. On prend maintenant, l'autre, c'était que, est-ce que, voilà, l'Ukraine sera démilitarisée? Hein? Il a détruit l'armée de l'Ukraine devant nous. Il a tout détruit. Il a tout cassé. Donc, c'est indiscutable. Il a tout saccagé. Il a tout saccagé. Donc, avec quelqu'un qui a atteint ces 4 buts-là, c'est-à-dire ce qui est débattu, c'est maintenant les détails. C'est des détails. C'est-à-dire, comme l'Ukraine dit qu'il va, non, si on est démilitarisé, un pays démilitarisé, c'est un pays faible. Alors, il peut être attaqué par n'importe qui, y compris par la Russie. Si après Poutine, un autre président vient l'attaquer, il va faire comment alors? Donc, l'exemple classique ici, c'est par exemple le Vietnam du Sud. Le Vietnam du Sud avait un accord particulier avec Nixon, mais Nixon a perdu le pouvoir. Donc le Vietnam du Sud n'était plus défendable. Et la preuve, c'est que le Vietnam du Sud a disparu. Parce que leur accord entre Nixon et le Vietnam, c'était un accord personnalisé. C'était pas un accord d'État à État. Donc, l'Ukraine dit il faut bien des garanties qui ne soient pas seulement personnelles liées à Poutine lui-même. Donc, il faut des garanties d'État. Et donc, c'est pourquoi, l'Ukraine dit, on prend d'autres États, par exemple, les États qui sont membres du Conseil de sécurité, on prend la Turquie pour garantir notre propre souveraineté au cas où on était attaqué. La Turquie a dit oui, c'est pas un problème. Des pays comme la France vont sans doute dire oui. Ça veut donc dire que la Turquie renonce à avoir une armée, mais sa sécurité, sa défense est garantie par ces États-là au cas où elle était attaquée. Ça veut donc dire que si elle est attaquée, ces États-là vont automatiquement entrer pour faire la guerre pour elle. C'est un peu ce que ça veut dire. Certains de ces États seront membres de l'OTAN, certains ne le seront pas, pour pouvoir créer quand même une certaine dynamique de différence. C'est ce qui est en train d'être débattu. C'est ce que je veux dire. Là, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, j'ai dit, pour savoir s'il a gagné. C'est-à-dire, comment est-ce qu'il va détruire tout le monde, s'il a gagné. Non. C'est comparer maintenant ce qui se passe là, c'est-à-dire ces 4 choses-là que moi j'ai dit, avec d'autres situations similaires dans le passé et dans l'histoire en général. Comparer, est-ce que des situations similaires comme ça peuvent être analysées comme étant des victoires? Ce que l'Occident fait, c'est que l'Occident ne veut pas que l'on fasse ce travail-là. Alors l'Occident vient avec le schéma, comme moi je vous ai dit, où on dit que Poutine voulait plutôt occuper, donc comme il n'est pas entré à Kiev, il a échoué. Là, c'est la propagande. Parce que ils veulent que l'on utilise un autre paradigme que celui qui est en train d'être utilisé. Eh bien, si on compare donc avec d'autres situations similaires, n'est-ce pas, où un pays voulait faire pression sur un autre afin qu'il obtienne afin qu'il accepte les 4 conditions que je vous ai présentées là, ce sont des situations qui marchent.
Ce sont des situations qui marchent absolument. Ce sont des situations qui marchent absolument, mais ce sont des exemples qui peut-être ne sont pas si beaux que ça, mais c'est la réelle politique. C'est-à-dire, c'est la France, en 1871, a été l'Allemagne s'est constituée en France comme ça en 1871. C'est-à-dire que Bismarck est venu, a vaincu la France en 1871, vaincu la France et a déclaré la naissance de l'État allemand à Versailles. À Versailles. Il est venu à Versailles dire que maintenant, l'Allemagne naît comme nation, après avoir vaincu la France. Donc, la politique réaliste, c'est comme ça que ça se fait. C'est comme ça que ça se fait. Là, c'est un exemple peut-être dans le passé, vous allez dire. Mais l'exemple le plus court, le plus bref dans notre histoire, c'est la guerre au Vietnam, n'est-ce pas, avec Kissinger. Avec Kissinger qui a imposé au président du Vietnam du Sud, n'est-ce pas, une paix principielle. C'est-à-dire que parce que il avait signé la paix, un traité de paix avec Ho Chi Minh, avec les gens de Ho Chi Minh, sans informer le président du Vietnam du Sud, sans lui dire les détails de ce traité de paix-là. Alors, à la fin, le président du Vietnam du Sud a refusé de signer. Il a dit que ça ne marche pas, qu'il n'est pas d'accord avec, parce qu'il y a certains principes-là qu'il trouve insultants. Kissinger a dit, ce n'est pas de problème, il n'y a pas de problème. Il a recommencé à bombarder. Il a vraiment bombardé tout le pays. 2 ou 3 mois après, le président est venu signer. Il est venu signer. Il a signé, il a dit, c'est bon, c'est bon. Voilà. Donc, avec ça, c'est un principe aussi vieux que la guerre, en fait, que la politique réaliste. N'est-ce pas? On t'impose un peu comme dans Le Parrain. N'est-ce pas? On dit, je te fais une offre que tu vas pas refuser. Hein? C'est un peu ça. Donc, c'est ça le réalisme. Pourquoi est-ce que les pays africains n'utilisent pas? Les pays africains, en fait, utilisent le yuan. Parce que le yuan, c'est entre-temps imposé, le renminbi s'est entre-temps imposé comme étant une monnaie, du moins, d'échange international de très grande valeur. Donc, d'habitude, on dit il y a le dollar, n'est-ce pas, il y a l'euro et puis il y a le yuan. Donc, les pays africains, surtout, sont les pays qui utilisent le yuan. Parce que, comme chacun peut se rendre compte, beaucoup de nos pays ont une relation préférentielle avec la Chine. Et ça se développe de plus en plus. Et c'est pas seulement des pays comme, en fait, d'habitude, du Cameroun, parce que nous sommes au centre, nous sommes entre les mains vraiment de la France. Des pays comme le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, le Kenya, l'Éthiopie ont l'habitude vraiment de commercer avec la Chine. Donc, des pays comme ça utilisent le yuan de toutes les façons. Parce que la Chine, il y a de très gros investissements, la Tanzanie, etc., etc. Des pays comme le Zimbabwe où je suis très constamment, où c'est-à-dire acheter une voiture, tout ça vient soit du Japon, soit de Chine. Donc la relation avec l'Asie est vraiment installée, c'est indiscutable. Sans parler de l'Afrique du Sud, hein, c'est vraiment déjà installé. Comme quoi, si ou bien le jour où l'Afrique va décider de sortir du parapluie du pétrodollar, c'est-à-dire du franc CFA, c'est-à-dire de l'euro, lorsque l'Afrique francophone va décider de sortir de ça, il y aura d'autres parapluies qui seront déjà disposés, qui seront déjà fonctionnels. Et ce que nous voyons là en Russie nous permet de voir que c'est un travail qui est déjà fait. Et l'expérience d'autres pays africains, certainement, nous montrera comment en Afrique même, ce genre de travail est déjà fait. Comme quoi, ce ne sera pas sorti et tomber dans le vide. Ce sera au contraire entrer dans une structure qui est déjà fonctionnelle, dans laquelle des États fonctionnent déjà et pour laquelle, n'est-ce pas, des États ont beaucoup de sympathie. C'est-à-dire, il n'y a vraiment aucune animosité entre les Africains et puis les Chinois, économique, je veux dire. Peut-être au niveau des tensions personnelles, il y en a, mais au niveau économique, il n'y en a pas, parce que chacun comprend que la Chine, qui actuellement est la deuxième puissance économique de la Terre, chacun comprend que ce n'est qu'une question de temps pour que cette Chine-là devienne la première puissance économique de la Terre. Comme quoi les États-Unis eux-mêmes savent que le temps où ils étaient les premiers est fini. Eux-mêmes le savent. Ils savent que l'hégémonie du pétrodollar a cessé. Et donc, ils savent eux-mêmes que la Chine, c'est la puissance qui va être la première dans les prochains 50, 10 ans. Je ne sais pas trop. Mais ici, avec ce qui s'est passé en Ukraine, c'est clair que ce n'est même pas prochains 50, 10 ans. C'est déjà cette année-ci, devant nous, que ça a lieu. C'est en train d'avoir lieu devant nous. Forrest, moi, je pense que, en fait, je vais répondre comme les généraux américains. La guerre n'est pas indispensable, mais elle est nécessaire parfois pour clarifier les termes. Parce que ce qu'on appelle ici unconditional surrender, c'est-à-dire
la capitulation totale. C'est ce qui a fondé l'Europe. Si l'Allemagne ne capitulait pas totalement, l'Europe d'aujourd'hui n'existait pas. C'est-à-dire qu'il faut à un moment que quelqu'un comme Hitler capitule entièrement. Et donc, c'est là-dessus qu'on fonde un nouveau monde. N'est-ce pas? Donc, de ce point de vue, la guerre est nécessaire parce qu'il y a des gens à qui on ne peut pas dire quelque chose en face. Il faut qu'ils soient vaincus. C'est très simple. Avec des gens comme les Biya, c'est identique. C'est-à-dire qu'avec des gens comme Biya, il ne faut pas, c'est-à-dire, même après lui, le système, même après, c'est ce qui doit être vaincu militairement et après, donc, on pourra bâtir quelque chose qui peut ressembler à un vivre ensemble ou bien à la paix. Sinon, avant, c'est une perte de temps. C'est des cosmétiques, c'est des ceci, c'est de cela. Non, non, non. Genre comme ça, il faut les vaincre militairement et on tourne la page. Voilà. Donc, c'est pourquoi j'estime que la guerre clarifie les choses. Et donc, lorsqu'on rentre dans l'histoire du monde, c'est pourquoi personne n'a jamais pu enlever la guerre. Personne n'a jamais pu enlever la guerre comme un chapitre. Bien que la guerre soit détruise des familles, casse tout, brûle, les gens disent quoi? Les gens disent quoi? Ils préfèrent avoir un sacrifice minimal par rapport à un sacrifice maximal. C'est-à-dire, ils se disent que la guerre, on fait même 10 ans. Ça va faire mourir 1 million de personnes. Mais on aura sauvé 10 millions de personnes. On aura sauvé 2 générations, 3 générations. Voilà. Au lieu de faire qu'on se retrouve dans une situation de paupérisation et puis de mort à petit feu qui fait 10 ans. Et maintenant, on ferme le chapitre, on passe à autre chose. C'est-à-dire qu'on aura en fait capitalisé. C'est comme un investissement négatif. L'investissement négatif, c'est quoi? C'est qu'une compagnie, par exemple, décide de travailler à perte. C'est-à-dire, elle travaille à perte, mais elle sait qu'elle va gagner demain. Vous voyez, une compagnie, elle est là, elle ne fait que perdre. Elle sait qu'elle va gagner demain. Donc, c'est un investissement négatif. C'est comme ça la guerre. Donc, avec les peuples, il y a des pays. Avec les peuples, avec les pays, c'est essentiel également de penser à un investissement négatif qui est la fondation d'une nouvelle réalité. Prenons donc 2 dernières questions parce qu'on a déjà fait 1 heure de temps. Pourquoi vous ne pouvez pas aller vivre en Chine ou en Russie? Bon, là, c'est pas une question. Je vis où je veux. Hein. Bon, je peux aller vivre en Chine lorsque je veux, donc il n'y a pas de souci. Je vivais avant en Allemagne, hein, donc je ne suis pas lié à des pays. Je suis venu ici aux États-Unis en fait parce qu'il y avait ça c'était par chance. Hein, je regardais, parce que aucun Camerounais, hein, lorsque je grandissais, ne rêvait venir aux États-Unis. Hein. Moi, je n'ai jamais rêvé venir aux États-Unis. Jamais. N'ai jamais rêvé venir ici. Donc, j'étais assistant à la faculté là, donc j'avais un bureau et puis accès sur Internet, tout gratuitement. Donc, c'était entre 1998 et puis 2000. Donc, c'est une belle histoire. Donc, Internet venait de commencer et donc je surfais sur Internet, là, je regardais, donc j'ai vu un post et comme ça, par hasard, j'allais à Paris, j'ai rencontré un Américain qui enseignait à l'université. Il m'a demandé de venir ici regarder. Mais pourquoi pas? Parce que j'avais là-bas un poste qui était limité sur le temps, donc j'avais à peu près 4 ans. Sinon 3 ans, quelque chose comme ça. Et bon, c'était prolongeable, mais pas plus de 4 ans. Et là, il m'a dit, ben, il faut venir regarder, peut-être tu vas y trouver un travail qui est beaucoup plus rallongeable que ça. Et donc, je suis venu en mars, et en mai, j'ai eu un boulot, et en juin, j'ai déménagé, et je me suis marié automatiquement, je suis venu ici. Franchement, moi, je n'ai jamais réfléchi, je n'ai même pas rêvé de venir aux États-Unis. Lorsque je le dis souvent aux Américains, ça les heurte, ça les blesse, mais c'est la vérité. Je n'ai jamais. Pourquoi est-ce qu'un Camerounais va rêver de venir aux États-Unis? Un Camerounais? Non. Entre nous. Soyons quand même sérieux. Le Camerounais ne rêve pas de venir aux États-Unis. Il ne rêve pas du tout de venir aux États-Unis. Un Camerounais normal, qui a grandi comme moi, étant meilleur de toutes mes classes, avec toutes les bourses que je voulais. Je vais venir aux États-Unis, pourquoi? Excusez-moi. J'ai eu toutes les bourses dont je rêvais. Hein. J'ai défendu ma thèse vraiment avec d'ailleurs du retard, hein, à 27 ans. Et après, j'ai commencé à travailler en Allemagne. Je vais venir aux États-Unis, pourquoi? Excusez-moi. Donc, aller en Chine, c'est également comme ça. Je ne rêve pas aller en Chine, mais si ça arrive, je vais y aller, je vais y vivre. Hein. En Russie, je veux dire, ce sont des pays où vivent des gens. Ce sont des pays où vivent vraiment des gens. Hein. Donc, je suis très simple. Hein. Moi, je partirais vivre n'importe où il y a des gens contents, heureux, où des gens ne mettent pas les bâtons dans les roues et où, en fait, il n'y a pas le bahat, où il n'y a pas la méchanceté, ces genres de petites méchancetés qu'on fait au Cameroun, là. Hein, où je vais t'asseoir, on enlève la chaise. Où j'ai vu littéralement mon professeur, il veut changer de grade, quelqu'un s'en va au service où il y a son dossier, il enlève des feuilles dans son dossier. C'est le Cameroun, ça.
c'est le Cameroun, ça, il enlève des feuilles dans son dossier. Donc, avec ça, je ne peux pas vivre, je peux pas vivre dans le pays comme ça. Une dernière question donc, la vision réussie sur sur l'Occident malgré la désinformation. Est-ce que l'Afrique sortirait vainqueur au final des Titans? Oui, oui, oui. En fait, le plus important pour l'Afrique, c'est d'avoir une alternative. L'alternative n'est possible que si elle est financée, si elle est soutenue par un soft et hard power. Si cette alternative est soutenue par un soft power, c'est-à-dire des structures alternatives, et puis hard power, c'est-à-dire par des armes alternatives, ça veut dire que l'alternative a une chance de survie. L'alternative a donc une possibilité d'exister. Et donc, que ce soit alternative militaire, que ce soit alternative idéologique, c'est-à-dire des partis politiques. On revient sur ce dont j'ai parlé au début, là. C'est la gauche ne peut exister en Afrique, surtout. Et donc, l'opposition ne peut exister en Afrique que si elle a ses arrières suffisamment protégées par, n'est-ce pas, la Russie qui jouerait dans le rôle que l'Algérie a joué pendant de nombreuses années. C'est quand même l'Algérie qui a financé la fin de l'apartheid. Hein? Parce que s'il n'y avait pas l'Algérie, l'apartheid serait toujours là. Hein? Nelson Mandela mourrait en prison hein, s'il n'y avait pas l'Algérie. Hein? C'est l'Algérie qui, lorsque d'ailleurs même l'Algérie a eu du moins voix à l'ONU, c'est l'Algérie qui a fait qu'on exclue l'Afrique du Sud de l'ONU. Hein? C'est l'Algérie. Hein? Donc, c'est eux qui finançaient les guerres un peu partout. Là, c'est eux qui ont fait aussi qu'on chasse l'Algérie. Parce que si on ne comptait que sur la France, les États-Unis, ben, l'Afrique du Sud raciste serait tuée là. Nelson Mandela mourrait en prison. Hein? Donc, c'est pour vous dire qu'il est essentiel qu'il y ait une force de dissuasion en face de l'OTAN. C'est absolument vital. C'est vraiment vital. Donc, je vous laisse avec ces derniers mots-là pour dire que qu'est-ce que c'est une chance vraiment pour l'Afrique. Est-ce que les États-Unis vont avoir beaucoup d'arguments pour pouvoir convaincre les gens que le monde sera meilleur avec eux comme garant de la démocratie? C'est faux, c'est faux, c'est faux. Les États-Unis ont supporté l'apartheid jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Ceux qui ont donné le coup de couteau dans le dos de l'apartheid, c'est l'Algérie. L'Algérie qui était la plaque tournante de l'Union soviétique en Afrique avant que la Libye ne le devienne. Avant que la Libye, c'est l'Algérie qui le faisait, c'est eux qui ont... Et lorsque vous regardez, vous allez voir que Nelson Mandela, lorsqu'il est sorti de prison, il a remercié Kadhafi. Il a remercié Kadhafi. Il a absolument remercié Kadhafi. Il a remercié Kadhafi et il a remercié l'Algérie. C'est en Algérie qu'il a eu sa formation militaire. C'est un exemple simple pour vous dire que l'alternative, vraiment, la gauche ne peut se fabriquer que si les arrières sont protégés et si le monde est multipolaire. Donc, c'est là que je vais m'arrêter. Je vais vous prier parce que j'ai un peu trop parlé. 1h18, je vous laisse m'en faire 1 heure. Donc, essayez de participer financièrement. N'écoutez pas seulement parce que je pense que c'est une manière, n'est-ce pas, de constituer notre communauté, mais aussi de fonder, de faire un travail idéologique qui soit assis sur des bases fermes. C'est pourquoi je mets encore ce lien-ci à participer. Donc, bon, je prends un peu de temps à participer, les amis, participer. Je mets encore le lien. Voilà. Voilà, participez les amis, participez, il ne faut pas seulement écouter et puis dire que voilà, on bavarde. Hein. Il faut cotiser, c'est le travail communautaire qui se fait et ce travail n'est possible vraiment que s'il est fondé déjà dans le bon cœur. Il est fondé dans le bon cœur. Je n'ai pas dit gentillesse, hein. Le bon cœur, c'est fondé dans le réalisme, hein. Moi, vous voyez dire que je ris, mais je ne l'ai pas, hein. C'est-à-dire, le bon cœur, c'est pas la gentillesse, c'est un gars gentil, etc. Non, non, non. C'est fondé dans le réalisme. Ça veut dire qu'on bâtit des structures politiques parallèles qui permettent à un travail idéologique parallèle, justement alternatif, de fonctionner et puis d'exister. C'est ça le réalisme. C'est-à-dire qu'on utilise le pouvoir que l'on a de manière intelligente pour pouvoir fabriquer une structure, une surface de superficie, une superficie d'existence, n'est-ce pas, possible. Donc, participer. Oui, merci beaucoup, Francis. Merci beaucoup, Francis. Oui. Si tu achètes, je vais t'envoyer un livre différent. Oui, c'est ce que je fais en fait. Je n'ai pas explicité clairement, mais j'essaie de ne pas répéter. Donc, j'envoie toujours un livre différent lorsque quelqu'un achète 2 fois. Il y a plusieurs qui ont participé plusieurs fois et puis j'envoie toujours un livre différent afin que vous ayez aussi quand même une palette bien des choses un peu différentes. Parfois, c'est des t-shirts, voilà, afin de varier, quoi. Donc, merci beaucoup, Francis. Participez tous. Ça permet au travail d'exister. Ça permet, par exemple, déjà à la maison d'édition d'exister. Ça aide de fonctionner.
de fonctionner, voilà, ça permet à la maison d'édition de fonctionner, c'est-à-dire d'avoir une structure d'existence, mais aussi, comme vous voyez, je suis en train de collecter quand même, il faut que ça c'est une substance, il faut qu'il y ait quand même un peu d'argent pour envoyer aux prisonniers. C'est pourquoi je n'ai pas encore envoyé, je n'en ai même pas encore parlé. Donc, j'essaie donc d'avoir un peu d'argent, suffisamment d'argent pour pouvoir leur envoyer ça. Et donc, le but concret, c'est d'aider les prisonniers, mais on peut pas, c'est-à-dire, c'est pas le transfert d'argent où on prend ici, on prend ici, on envoie là-bas. C'est-à-dire, si je fais comme ça, ça veut dire qu'il faut que quelqu'un d'autre puisse bâtir une structure idéologique pour moi. Et donc, par exemple, ça veut dire que je ne pourrais pas financer une maison d'édition, ça veut dire que je ne pourrais même pas publier de livres, ça veut dire que je ne compte que sur Facebook. Or, j'estime qu'un travail intellectuel d'intelligence devrait se fonder sur des structures alternatives qui permettent justement à ce travail-là d'être fait dans la longueur. Donc, c'est ce que j'ai envie de dire. C'est pourquoi je vous dis participer, collecter, et puis voilà. Et donc, c'est une très bonne chose. Allez, les amis, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, je vous laisse ici. On a fait 1h20, n'est-ce pas? Je me promets toujours 1 heure. Mais c'est pas grave. Ça vous aura permis de participer. Je vous remercie pour vos questions. Je vous remercie beaucoup. Et j'espère avoir donné un peu de lumière quand même sur ma manière de penser. Et surtout, j'espère avoir donné un espoir à la gauche. Parce que la gauche doit avoir besoin de beaucoup d'espoir. Parce que c'est sa fondation que nous sommes en train de mettre en branle là. Nos aînés étant morts, nos aînés sont morts, c'est à nous de faire ce travail de fondation, c'est à nous de faire ce travail structurel, c'est à nous de faire ce travail intellectuel, c'est à nous, n'est-ce pas, de redonner au travail du futur une alternative. C'est à nous de penser justement notre alternative, de faire de telle sorte que demain, du moins, ça va à la peine de se lever en sachant que c'est un jour nouveau. Allez, merci beaucoup, au revoir.